Murder and wine. Des meurtres et du vin. Hey. Ça va? Yeah. J'avais le ça va, je suis dépressif. Yeah, c'était un peu triste. Oui, ça va. Moi, ça va quand j'enregistre, ça veut dire que je bois avec toi. Oui, c'est vrai. On aime. On passe du temps, on s'amuse. On est bien. Ouais, on s'amuse, on est bien. D'ailleurs, en ce moment, un truc qui m'amuse beaucoup, il y a un nouveau documentaire qui vient de sortir sur, je sais plus quelle plateforme. Ouais. Et c'est Shiny Happy People, les secrets du famille Duggar. Tu vois ce que c'est? Ah putain, alors oui, c'est ceux qui faisaient 11 Kids and Counting, 19 Kids and Counting. Oui, exactement. Qui font partie d'une secte. Alors, je viens de spoiler en un truc. effet, non, pas du tout. Tu as tout à fait raison, c'est carrément un secte. Mais bon, c'est quand même passé aux États-Unis. Alors, moi, j'ai jamais regardé leur télé-réalité. Moi non plus. Forcément, ça m'intéresse pas des des chrétiens qui font 40 000 gosses. Et surtout qu'ils font de la thune sur ça, quoi. Beaucoup. Mais oui. Alors, bien que je vienne d'une famille avec pas tout à fait 40 000 gosses, mais 8, ce qui est quand même incroyable, mais sans secte, ni religion, ni autre, juste grande famille. Mais ce genre d'histoire, enfin, ça m'a toujours paru inintéressant à souhait. Le côté chrétien qui me m'offusque un peu américain. Mais tu sentais toujours que, oui, j'y crois pas, quoi. Enfin, c'était un truc de télé-réalité, comme l'autre meuf qui a fait 8 enfants. Kate, la première Karen de l'humanité. Yes, avec la coupe qui de a Karen. Comment elle s'appelait? Kate plus 8. Yeah. Mais je ne vois pas son nom de famille. Non, enfin, bref, et son mec, ils sont devenus, enfin, tout tabloïd. Ils se sont séparés, horrible. Voilà, donc j'ai jamais regardé ni l'une ni l'autre de ces émissions, parce que c'est pas vraiment dans mon centre d'intérêt, dans mon registre. Mais par contre, le documentaire qui dévoile leurs secrets, I am here for it. Mais en plus, j'ai vu la bande-annonce, il y a une de leurs filles. Alors, qui témoigne. Deux. Ah, les deux en plus? Oui, il y en a deux qui ont été molestés par leur frère. Ah, tu me spoil. Mais ça, je me souviens. Non, ça, c'était dans le journal. Dans les news. Voilà. Ce connard. Oui, non, mais. Qui faisait genre, c'était un bon chrétien. Maintenant. Ah, je savais pas qu'il était en prison. Si, il a été trouvé coupable. Connard. Donc, je te spoil pas le reste. J'ai regardé l'épisode 1. Qui décrit un peu le passé, donc je suis pas trop rentrée dans le truc, mais en effet, c'est un secte. C'est un truc qui est devenu très énorme. C'est un truc de la patriarchie, de l'hiérarchie où les femmes sont entièrement soumises. Comme beaucoup de... Et c'est pas mal. Je vais le regarder. En plus, je connais une personne qui connaît une personne qui travaille sur ce documentaire. Donc, du coup, j'avais vu de la bande-annonce et évidemment, ça m'avait intéressé. Si ça parle de secte, à un moment donné, je vais regarder. Ouais. Je vais regarder ça. Là, moi, j'ai fini donc le truc sur le parrain, là. Donc, du coup, on s'est regardé le parrain 1. T'avais jamais vu les parrains? Si. Ah oui, mais après avoir vu la série The Offer, qui expliquait en fait comment le parrain 1 avait été, tout ce qu'il y avait derrière, toutes les histoires, qui c'était fou, incroyable. Du coup, on s'est dit, vas-y, maintenant on connaît un peu le derrière de la scène, et on a regardé le parrain 1, on a enchaîné par le 2, et là on est sur le 3. Alors, chaque film, on met à peu près 4 fois pour les regarder, parce qu'il dure 3 heures. Fallait son nom. Et que, fou. Moi, j'adore. Moi, c'est Mais génial. Francis Ford Coppola, c'est un réalisateur, je trouve, assez énorme, parce que son désir de rester vraiment correct, fidèle à l'histoire. Il y a une histoire. Alors, je pense pas que c'était sur un des films de parrain. C'était Il était une fois. C'est un autre film, mais il apparaît, il s'appelle Robert De Niro, etc. Ouais. Il est en train de tourner. Et à un moment, il y a quelqu'un qui vient sur la scène de tournage et lui dit, en fait, c'est rigolo. Là, vous avez vos personnages, ils portent des Levi's avec une baguette. Mais en fait, le film se tourne en telle année. La baguette a été inventée. Ouais. Mais Francis Ford Coppola a retourné toutes les scènes pour être précis. Ouais, j'adore. C'est quand même ça semble fou, mais vraiment cette beauté de vouloir rester fidèle à l'histoire, il est vraiment très impliqué dans ce qu'il fait. Et pour moi, Les Parrains, c'est des films... c'est magnifique. Magnifique. Par contre, le 3e, je l'avais jamais vu. J'ai vu le 1 et je crois le 2, mais je suis pas sûre. Le 1, c'est sûr. Et le 3, donc, tu as sa fille, Sofia Coppola, qui joue dedans. Très critiquée à l'époque, parce qu'on a dit qu'elle était une mauvaise actrice. Mais qu'elle est mauvaise. Elle est aussi mauvaise actrice qu'elle est bonne réalisatrice.
J'adore ces films. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Aussi mauvaise que bonne, parce qu'elle est super en réalisatrice. J'adore ces films. C'est ce que je dis. En fait, elle est très très bonne en réalisatrice, mais alors qu'est-ce qu'elle est mauvaise en tant qu'actrice? Bon, après, elle avait quoi, 16, 17 ans peut-être? Je sais pas. Après, elle est magnifique. Moi, ça m'a pas choquée. Parce que, en fait, en vrai, elle joue une adolescente, donc... Ouais, mais elle est monotone. C'est la écoute, Kristen Stewart, tu l'aimes bien? Il y en a plein qui l'aiment. Pour moi, cette meuf, elle a un registre. Hein. Non, je pense pas que ce soit une bonne actrice, hein, Kristen Stewart. Ah ouais, non, mais elle est mauvaise. Elle est pareil, elle est monotone. Mais elle est pas ouf. Elle a une seule tête, quoi. Il y a zéro émotion. Après, pareil, enfin, tu vois, que ce soit pour Sofia Coppola, même Kristen Stewart, c'est des gens, enfin, Kristen Stewart, ses parents, ils faisaient partie du business. Oui, mais je trouve que Sofia Coppola, justement, a été vraiment attaquée à l'époque pour le népotisme. Parce que c'était une des premières. Oui, les gens ne connaissaient pas ça. Après, ce discours est connu, mais la plupart des personnes à Hollywood sont dans le népotisme. Bien sûr, tout. C'est incroyable quand tu commences à regarder qui est qui. Voilà. Mais bon, voilà, elle n'est pas si mauvaise que ça pour tout ce que ça, pour toutes les. Je suis d'accord. Elle est magnifique. Que ça a vendu. Elle a des cheveux de fou. Elle n'a jamais changé. Son nez magnifique. J'apprécie. Et elle est. Enfin, c'est pour moi. Et c'est une elle. Meilleure réalisatrice de cette époque-là. Chef's Kiss. Magnifique. A Lost in Translation. The Virgin Suicide. She's a stone fox. J'adore. Tiens, je vais venir remater. Allez, on se les fait. On se fait ça en soirée comme en soirée Winona Ryder. Ah ouais. Je vous conseille de vous faire une soirée avec tous les films de Winona Ryder parce que ce qu'il y a de bien avec cette actrice, c'est qu'elle a très bien choisi ses films. Oui, elles sont toutes franchement fantastiques. C'est un beau moment. Et moi, là, je suis assez contente parce que là, on va vous faire un épisode où c'est que Sarah qui va raconter son histoire parce que ça va être une histoire plutôt longue. Et Charlotte, elle va se poser et boire son petit verre de vin. Tranquille. Chin. Chin. Alors, mon histoire, t'es prête? On démarre? Je suis toujours très prête. OK. I was born ready. Catherine Knight. La cannibale. Ouais! Je la connais! Tu sais que j'ai failli la faire, celle-là? Ah, génial que tu l'as pas fait. J'ai failli la faire parce qu'elle est super intéressante. Elle est super, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle est un peu longue parce qu'il y a quand même, l'historique de son enfance, toute son historique et la fin me prenait un peu de temps. J'avais du mal à éditer des informations que je trouvais étaient pertinentes à l'histoire. Donc, on a encore fait ce choix de, moi, raconter une seule histoire. Et du coup, Charlotte a dû trouver de son côté une histoire longue qu'elle... Je suis très contente parce que, du coup, j'ai pas fait mes recherches sur cette affaire. Donc, je vais découvrir avec toi. OK, parfaite. Désolée si j'ai spoilé un petit côté de son histoire. Non, pas du tout. Tu as droit à connaître, vu qu'en plus, tu es un peu une affamée du true crime. C'est normal que tu connais certaines des histoires. Ou du trop crime. Avec l'accent français, je l'ai pas fait correctement, pardon, vas-y. Le true crime. Je saurais pour dire à l'Alexa qui me comprend souvent pas. Elle parle pas anglais chez moi. Non. Alors, Catherine Knight. Alors, pour une fois, je change de géographie, je l'avais promis. Là, on va partir dans l'Australie. Donc, Catherine est née en 1955 d'une maman de 4 enfants, elle-même, avec beaucoup de beaux enfants. Elle est en couple souvent et conflictuellement, c'est pas trop fort de le dire. Elle est condamnée pour le meurtre de John Price, un de ses multiples compagnons. D'accord? Ouais. C'est intéressant. Pourquoi? C'est la première femme dans l'histoire de l'Australie à recevoir la peine à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Ah oui, ils sont plutôt sages en Australie. Pour avoir, conquérir ou repris, comment on dit, quand ils ont pris aux aborigènes. Aux aborigènes de la Terre? Oui, voilà, mais c'était des prisonniers et des... Oui. Et voilà, donc... Donc, ça se porte plutôt pas mal si c'est la première à avoir la peine à perpétuité. Oui, bon, je connais pas trop l'histoire de l'Australie. On va tout le temps rentrer là-dedans parce que ne pas se perdre. OK, merci. Donc, on commence un peu avec son histoire de famille. Sa mère, Barbara, mariée avec Jack, ils ont 4 enfants. Jack est un méga alcoolo. Il est émotionnellement abusif. Et donc, Barbara, un jour, rencontre un collègue de Jack qui s'appelle Kenneth.
Quand Jack, il apprend, il se sépare. 2 enfants restent avec Jack, le père, et les 2 autres vont chez une tante. Donc là, dans leur petite ville de l'Australie, il y a beaucoup de ragots, ça parle un peu beaucoup. Donc Barbara et Kenneth, son amant, décident de déménager. Ils se marient et lui commence à travailler dans un abattoir. Et tous les deux, Barbara et Kenneth, auront 2 garçons ensemble. Donc là, Barbara, elle a accouché jusque-là de 6 enfants. Belle perf. Oui. Kenneth, malheureusement, est aussi alcoolique, mais il a 2 qualités supplémentaires. Il est physiquement et sexuellement abusif. Voilà. On adore. On adore. Tout ce qu'il faut pour... Donc, Barbara, la maman de Catherine, qui on va en parler, elle veut s'en sortir, mais elle a déjà perdu ses 4 premiers enfants. Donc, si elle essaie de s'éloigner de Kenneth, il la tape ou il la viole. Donc, c'est très, très, très compliqué. Et là, on a une époque forcément où, voilà. Ouais. Les 2 garçons qu'elle aura avec Kenneth, ils voient tout ça, ils sont témoins. Et donc, malheureusement, comme souvent avec les femmes battues, les garçons adoptent les mêmes gestes que leur père. Ils sont pas très gentils avec Barbara et eux aussi commencent à la taper. Ah ouais, putain. Donc, en 1955, elle est enceinte de jumeaux. Elle a peur, encore une fois, d'avoir des garçons qui vont la tourmenter, puisque c'est le cas avec ses 2 fils, avec Kenneth. Le 24 octobre, elle accouche de 2 filles. Donc, Joy, la joie, et Catherine, et à la grande joie de Barbara, d'où peut-être le nom d'une de ses filles. Je ne sais pas, c'est une supposition de ma part. Catherine, c'est le personnage de notre histoire. Catherine, c'est qui? C'est une fille. C'est vraiment, elle adore tout ce qui est coquette, mignonne, pour une fille. Les petites robes. Alors que Joy, au contraire, c'est un garçon manqué et elle ressemble fortement à ses frères. Les enfants n'écoutent pas Barbara. Voilà. Jack, le premier père, donc qu'elle a quitté, il meurt. Donc, les 2 garçons qui vivaient avec lui, ils emménagent de retour chez leur maman Barbara avec Kenneth. Et là, tous les enfants, donc les 2 d'origine, les 2 garçons qu'elle a eus, et Joy, la dernière fille, ils traitent très très mal leur maman. Ils la traitent de pute, puisque les 2 premiers se sont sentis abandonnés lorsqu'elle est partie avec Kenneth. Et le cauchemar pour Barbara s'empire. Là, Barbara, elle est vraiment à l'isolement. Okay? Elle n'a personne. C'est une maman qui a accouché de, je ne sais plus à combien on est d'enfants, là, 8 avec ses filles. Oui, 8. Et elle, ayant besoin d'un échappatoire, elle raconte tout, mais alors tout à ses filles, avec tous les détails, et en particulier sur sa vie sexuelle. Qui n'est pas vraiment une vie sexuelle, si on peut dire, parce qu'elle est violée. Quand on te l'impose. Voilà, ça donne quand même un climat familial très, très perturbé. Exactement. Donc, avec toute cette violence dans cette famille plus que dysfonctionnelle, les garçons, ils ont une attitude envers les filles qui est complètement malsaine. D'ailleurs, les garçons seront bannis des événements locaux dans leur village ou leur ville parce qu'ils sont agressifs envers les filles. Donc, les fils de Barbara et de Kenneth, non pas juste de Barbara. Il y a une fête, en gros... Vous êtes interdit de la fête, quoi. C'est ça. Ouais, c'est chaud. Et donc, Catherine devient la personne vers laquelle le père et les frères vont se rabattre. Donc, de ses 4 à ses 14 ans, elle est agressée par tous sexuellement. Non. Ouais. Oh, quelle horreur. Exactement. Putain. Donc, on imagine, juste avec ce clin d'œil du début, la suite, on va pas dire qu'elle est prévisible, mais bon, ça fait pas de bien, quoi. Non. Donc, elle a un oncle qui apparemment habite pas loin et cet oncle, Oscar, devient un peu son sauveur à cette époque. Lui, il a une ferme qui est pas très, très loin. Elle va souvent aller, le plus souvent possible, même à sa ferme.
Et ce qui est particulier dans cette histoire, tu sauras pourquoi, c'est qu'elle va s'occuper des animaux, elle va les soigner. Elle va trouver un petit oisillon mort quelque part, un petit chèvre, enfin, peu importe. Et elle, son objectif premier, c'est le soigner et le sauver. Malheureusement, Oscar donc va se suicider. Et c'est vraiment là où Catherine va vriller. Ouais. Voilà, c'est le seul petit espace, le petit recoin de la vie qui est sain, qui elle trouve un petit coin de beauté. Et là, tout va disparaître. Donc là, Catherine, elle devient autre chose un peu. C'est pas encore la fin de son histoire parce que Catherine aussi, dans tout ça, elle apprend. C'est clairement quelqu'un avec une grande intelligence. Parce que on va le voir, elle sait se montrer, elle sait manipuler, elle sait partout. Enfin, c'est de la survie, la vie de Catherine. Donc, elle commence à se battre et refuser qu'on la viole déjà. Et Catherine, c'est pas une petite femme, c'est une femme d'une certaine taille et puis d'une certaine force et d'une certaine aussi personnalité. Ouais. Elle va se battre avec ses frères, elle va les blesser. Et eux, ils vont rien dire parce que, pourtant, ça fait des années qu'ils la violent. Donc, ils veulent pas savoir ils veulent pas que les gens sachent qu'ils ont fait. Donc, quand Catherine les refuse, quand Catherine va se battre, ils vont rien dire. Catherine devient un peu un bully. Alors, il n'y a pas vraiment de traduction pour bully aujourd'hui. Harceleur. Ouais, ok, harceleur. Ouais, il n'y a pas de traduction en français, je pense. Ouais, ok. Donc, quelques exemples de l'école. Elle va couper la queue de cheval à une fille pour une légère altercation. Dans un des bus d'école, un garçon va se moquer d'elle. Elle va lui casser tous ses dents. Oh. Et elle poignarde un autre enfant. Ah ouais. Alors, cette histoire-là, les enfants l'accusent et ils savent en plus qu'elle a poignardé l'enfant parce que quand les adultes arrivent, ils la voient sur l'enfant en train de le poignarder. Mais en même temps de faire tout ça, Catherine, elle est première de la classe, elle est élève modèle. Donc, on y croit, mais pas trop, si tu veux. On se dit qu'on l'a forcée, on l'a instigée. Enfin, on va pas trop comprendre l'histoire de pourquoi, du comment. Mais bon, en tout cas, elle n'est pas virée de l'école. Il n'y a pas de conséquences à ses actions. OK. Jusqu'à un jour, un prof lui donne une mauvaise note. Et là, elle pète les plombs. Et elle essaie lui aussi de le poignarder, mais lui, étant un adulte plus grand, il arrive à l'assommer. Oh, putain. Ouais, non, mais il faut y croire. Knock. Voilà, les années 60 en Australie, n'importe où. Mais bon, n'importe où, les années 60 pour un prof, c'était vachement plus simple. Ouais, non, mais donc, ouais. Non, mais parce que il faut écouter quoi. Une petite investigation se poursuit. Elle n'est pas virée de l'école. Et le prof et elle sont juste, je sais pas, c'est pareil. Il n'est plus dans sa classe. Ne vous parlez plus. Voilà, les conséquences, pas trop. Rien du tout. Donc, étant du milieu dont elle vient, à 15 ans, elle arrête l'école et elle commence à travailler dans une usine à textile où elle va découper les textiles. Donc, important de noter, elle a essayé de travailler dans l'abattoir où travaillait son beau-père, où j'ai cru comprendre que beaucoup de personnes qui habitent cette ville y travaillent. Elle a vraiment voulu y travailler aussi. Mais là, à 15 ans, elle est refusée parce que c'est une femme. Mais elle ne peut pas. Donc, son option 2, c'est cette usine à textile. Donc là, à 15 ans, elle gagne déjà assez d'argent pour se payer un petit appart. Donc, à 15 ans, elle vit seule, indépendamment. Bien joué. Elle commence à aller dans un bar local où va son beau-père et d'autres travailleurs de l'abattoir. Catherine, elle injure beaucoup. Et en fait, au final, elle se trouve un peu sa place parmi tous ces hommes. Et pour le coup, le manager de l'abattoir, qui n'engageait pas les femmes car trop délicates pour ce travail, il revient sur ses idées en passant plein de soirées. Et Catherine, elle m'a fait plein de blagues. Elle est drôle. Elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt drôle. Celle-là. Faut l'embaucher parce qu'elle va te mettre une ambiance. C'est ça. Donc justement, à 16 ans, elle est embauchée dans son dream job. Yes. À l'abattoir. Ce qui va vraiment contre l'idée qu'elle voulait sauver les animaux. Mais bon, ça, c'était il y a longtemps. Ouais. À l'abattoir, Catherine, c'est qui? Mais super compétente. Elle est promue à la tâche la plus complexe et difficile, le désossage. Donc, elle assure. Elle assure, voilà. Excusez-moi. Nous avons une petite pause vin. J'avais besoin d'une gorgée. Donc, étant aussi la seule femme forcément qui travaille là, les hommes, ils disent et ils font beaucoup de choses, mais ils savent qu'il faut pas trop tenter les choses avec Catherine, car elle a une réputation.
elle est capable de beaucoup de choses. De te désosser en 5 minutes. Chrono. En plus, maintenant, elle est pro. Voilà. Donc, petite anecdote, Catherine, voilà la personne que Mené adorée, elle adore la salle des cochons, elle est appelée. Alors, c'est là où on va abattre les cochons. Alors, je vais pas aimer, je pense, les 5 prochaines minutes. Est-ce que tu te venges du Toy Box Killer et tu m'as fait un truc avec des animaux? Tu peux pas dire pareil, c'est pas pareil. Puis là, on va tuer des humains. Enfin, un seul, mais bien. C'est plus gérable que les cochons, bizarrement. Ouais, disons que tu vas être contente d'être végétarienne à la fin de l'histoire. Mais je suis toujours très contente. Bon. Donc, la salle des cochons, sachant que les cochons, c'est des animaux ultra intelligents aussi, qui, en fait, les cochons, c'est particulier. Tu sais, dans les abattoirs de cochons, c'est particulier parce que les cochons, quand ils sont sous stress, ils vont émettre, je sais pas exactement ce qui se passe physiologiquement, mais en fait, presque, ils empoisonnent leur viande. Donc, en fait, il faut les garder calmes jusqu'à ce qu'on va les tuer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils leur font regarder Netflix? Oh, ça dépend. Regarde Queer Eye. Non, je connais pas exactement la démarche de comment les cochons sont abattus, mais bon, voilà. C'est pas ça l'histoire de toute façon. Mais Catherine, pour pouvoir tuer des cochons, elle adore ça. Et elle va passer sa pause déjeuner dans la salle des cochons. Normal. Genre, moi, je me souviens du premier épisode de Walking Dead à l'époque, tu sais, des premiers épisodes, j'étais horrifiée, quoi. Et moi, genre, arrivé à la saison 4, mais je mangeais ma soupe tranquillou pendant un gars, il faisait enlever la tête, quoi. Mais bon, Catherine, en vrai, genre, devant les cochons, elle mange sa petite sandwich jambon beurre, parce qu'elle est fascinée par la manière dont ils sont abattus. C'est sûr, elle mange un sandwich avec du jambon, déjà. Beurre, on sait pas. Jambon, c'est sûr. Voilà, toute fraîche. Ouais, it's dark. Yeah. Donc, non, on n'a pas le droit, mais elle fait copain avec le gars qui est responsable salle des cochons. Et il va la prendre, et donc elle va commencer à les tuer, et elle va même commencer à les torturer. Oh, Catherine, what the fuck? Yeah, Catherine. No, Catherine. You're a savage bitch. All right, on arrive au premier mariage. Donc, il y avait une anecdote marquée sur Catherine. Au premier mariage, elle tue le jour et elle drague le soir. Elle a mis ça, tu penses, sur son profil Tinder? Sur sa tombe. Still flirting. Yeah. Elle continue. Alors, son premier mariage, c'est David Kellett. Donc, lui, il pense que c'est une femme parfaite et forcément, ils ont une vie sexuelle plus que mouvementée. Mm-hmm. Et franchement, tu vas voir dans la suite des histoires, c'est exactement la même chose. En fait, elle fait le ménage, elle cuisine bien, tout est toujours propre, nickel. On s'occupe toujours d'eux, ils rentrent, la table est mise, tout est prêt et en plus, elle leur fait 40 000 pipes et elle est parfaite. Voilà, c'est la femme parfaite pour certains hommes. C'est ça. Comment ça, une communication et une connexion intellectuelle? Donc, je ne vois pas l'intérêt. Voilà, donc David, premier, mais tous les hommes, ça sera pareil. On lui conseille de l'éviter. On lui dit même qu'elle va le tuer. Ah ouais. Lui, David Kellett, il sait qu'elle boit, mais même avec tout ça, il la marie quand même. Donc, toute la journée du mariage, David a bu. L'alcoolisme, c'est un peu... le fil rouge. Ouais, le fil rouge. Et puis, bon, j'ai l'impression que tout le monde est alcoolo dans l'histoire, au final. Et quand la fête de leur mariage se termine, David s'endort après qu'ils aient fait l'amour 3 fois. Catherine, trouvant cela insuffisant, elle le réveille en tapant. Il est tellement bourré, genre espèce de coma éthylique, qu'il ne se réveille même pas. Donc, elle commence à l'étrangler. Et là, ça m'a fait rire, c'est un petit mot à moi. Jusqu'à la mort nous sépare, c'était rapide. 2 mois plus tard. C'est le soir de leur mariage. Ah ouais, non, chaud. Même ça. Et alors, il y a une histoire là-dessus. Quand il finit par se réveiller, elle a dit, mais ma mère, donc comme quoi la mère lui a raconté un peu trop, ma mère a fait l'amour, la mère qui est violée, genre 6 fois ou 5 fois le soir de son mariage, 3 fois, c'est ridicule. Donc, David, quand elle arrive à se réveiller, il s'excuse, il dit qu'il va aux toilettes, mais en fait, il s'enferme dans les toilettes. Lui, il va encore dans le coma. Elle continue à taper sur la porte. Donc, super, le premier nuit de mariage, les noces parfaites, mais il se sépare quoi? Parce que pourquoi faire?
Donc, après quelques mois, Catherine accuse David de tromperie. C'est une vraie jalouse. Elle est assez folle à ce niveau-là. Un jour, elle met le feu à toutes ses affaires. Elle le tape avec un poêle en fonte, lui fracture la crâne. Il y a d'autres histoires comme ça. Mais elle tombe enceinte. Dès qu'elle tombe enceinte, David la quitte et l'abandonne. Donc, il n'a pas le poil en fonte, la jalousie, le taper, tout ça, c'était pas grave, mais qu'elle va avoir un enfant, là c'est trop pour David. Là, c'est too much. Yeah, way too much. Attends, hold on. Voilà, donc elle est enceinte, elle va avoir une petite fille, mais juste après avoir accouché, elle va être internée. Alors ça, c'est une beau image mentale. Elle est internée à l'hôpital psychiatrique avec la dépression postnatale. Parce qu'un jour, elle est vue, avec les poussettes de l'époque, apparemment, elle pousse la poussette dans le village, genre la shérif paie-moi peur, quoi. Voilà, même les alcoolos et autres du coin, ils s'inquiètent. Donc, on va appeler les autorités et elle va être internée. Elle sort une semaine plus tard avec sa fille. Un jour, la petite est retrouvée sur les voies du train. Voilà. Et Catherine, où est-elle? Mais elle est en ville avec une hache à la main. Waouh, ça va pas du tout. Non. Donc, elle est de nouveau mise en hôpital psychiatrique. Mais elle sort par elle-même, mais là, on lui donne quelques médicaments pour l'aider. Bah oui, il en faut quelques-uns quand même. La fille sur la voie ferrée, elle tente de la tuer. Elle est dans la ville avec une hache, oh là. Mais genre le lendemain, non, ça va mieux, j'avais mal dormi. J'ai juste besoin de magnésium. Tout à fait. Alors là, par contre, la deuxième sortie, elle récupère pas sa fille. Sa fille, là, est placée avec les meilleures personnes du monde. Vas-y. Barbara et Kenneth, les parents. Sûre, putain. Et voilà. Ce pauvre enfant. Donc, la Barbara, sortie par elle-même, 3 jours plus tard... Attends, Barbara ou Catherine? Catherine, pardon, merci. Tu es parfaite. Ça me fait plaisir. Tu suis. Donc, là, Catherine, 3 jours après avoir sorti pour la deuxième fois, là, elle va kidnapper 2 enfants des voisins avec un couteau. Elle prend tous les 2, elle s'arrête à une station de service. Là, les flics arrivent, elle va les tabasser. Mais on arrive enfin à l'arrêter. Donc là, elle est mise en hôpital psychiatrique, mais de haute sécurité. OK. Donc, boum. Où en sommes-nous? David, le premier mari, le mari, père de l'enfant. Donc son premier mari dans tout ça, en vue de la violence de Catherine, il est prévenu parce que les autorités estiment qu'il est en danger. OK. Possible, quand même. C'est tout peut arriver. Voilà. Donc il fait quoi, lui? J'imagine un truc très très con. Oui. Je sais pas. Ok, il va faire un truc plus con que tu peux imaginer. Il regrette. Il dit que tout est de sa faute. Non, oui. Les auditeurs, si tu pouvais voir la tête de Charlotte, elle ne comprend plus. Non, je comprends pas du tout. Alors, David, attends, parce que là, les gens, ils sont... Attends, c'est un homme qui dit que c'est sa faute à lui? Il a quitté quand elle était enceinte. D'accord, il a abandonné. Et du coup, pour lui, donc là, il dit tout est de ma faute. Donc lui, quand il entend tout ça, il avait refait sa vie. Il a une nouvelle copine qui est aussi enceinte. Putain, David, donc lui, il va l'abandonner la deuxième. Non. Oui. Yes. Non, ouais, là, c'est ta faute, gars. Non, mais... à un moment donné... ça s'explique pas. Cherche pas la logique. Quelle ville en Australie pour que j'y aille pas? Je sais que Aberdeen ou Aladdin, je sais pas. J'ai pas noté les noms des villes. Mais il revient dans la ville de Catherine. Il va pétitionner les autorités et demander la libération de Catherine sous sa tutelle. Merci. Et les autorités acceptent contre l'avis des médecins. Par contre. Donc là, Catherine, kidnappeuse d'enfants, tentative de meurtre de son propre enfant, hacheuse devant l'éternel. Voilà. Et tortureuse de cochons. De nouveau, en liberté. Et ils récupèrent leur fille. Maintenant, il y a 2. Oh mon Dieu. Et ils vont vivre dans une autre ville avec la maman de David. OK. Là, Catherine, elle prend ses médicaments, elle recommence à travailler dans une... abattoir. Yeah, parce que c'est son dream job. Mais parce qu'elle est bonne. Elle est forte. Apparemment. Dans son travail, elle est forte. À part quand elle torture des cochons. Mais bon, passons.
Mais elle fait bien. Hein. Elle torture bien, ouais, ça va alors. Voilà. Mais Catherine est malheureuse. Et la seule joie qu'elle a, c'est quand elle est au travail. Ouais, elle a un problème, Catherine, franchement. She has a lot of problems. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà. Ils auront David 1, hein, parce que tu vas voir, David 1 et Catherine, ils auront un autre enfant. Mais quand cette deuxième fille a 4 ans, Catherine fait bagage, se barre avec donc les 2 enfants et va vivre chez ses parents et reprendre son travail dans le laboratoire d'origine. Mm-hmm. Voilà. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire une pétition pour castrer des gens comme ça? Parce qu'à un moment donné... Ah non, tu peux pas dire ça. Tu veux pas. C'est une autre discussion, mais on en viendra. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Mais je peux pas. Non, je sais, mais tu peux pas. Avoir d'enfants. Tu peux pas. Plutôt faire en sorte que les gens comprennent qu'ils sont pas obligés d'avoir des enfants et donner des choses pour que les gens puissent ne pas en avoir. Je sais pas, mais c'est pas la discussion là. Non, mais moi je suis pas pour ce que tu viens de dire malheureusement. Enfin malheureusement, heureusement. Donc David, dans tout ça, Catherine le quitte avec ses 2 enfants. David est soulagé. Bah tu m'étonnes. Voilà. Donc c'est un peu la fin de l'histoire de David 1. Puisque, en cherchant un amant, elle va rencontrer David Saunders, David 2. Donc, dans très peu de temps, ils vont faire vie commune, ils vivent ensemble. Elle devient de nouveau la femme parfaite. David S, pour distinguer de l'autre David. Il croit, encore une fois, pas aux rumeurs et les mises en garde des autres, selon lui, parce que lui, avec Catherine, il vit une vie idyllique. La nuit de leur premier anniversaire, il voit celle dont lui avait cautionné. Il rentre et Catherine, elle est super agitée. Elle prend leur petit show à la main. Ah non, je vais pas aimer ce passage. Je vais pas aimer. Je vais le faire. Elle le regarde en levant le show, en lui disant « Si jamais tu me trompes, j'en ferai autant. » Et elle tue le petit chien en levant en l'air et l'égorgeant. T'es vraiment en train de te venger du Toy Box Killer. J'ai aucune autre explication. Arrête! Non, c'est horrible, je peux pas, les animaux, je peux pas, désolée, c'est vraiment, je sais que c'est bizarre. Ça, quand l'émotion te passe, que je puisse continuer. Ouais, vas-y. Tant qu'il n'y a pas d'autres shows d'animaux, toi. Attends. Je peux pas. Lui, David S, sous le choc, il se recule, il lui assure que jamais il la tromperait. Et elle, encore, elle prend un poil en fonte, c'est son arme préférée pour l'instant. Elle tape encore et encore et encore. Il perd conscience et quand il se réveille, il la quitte. Elle essaie de le rattraper, il revient, puisqu'elle a une emprise sur les gens, une manipulation. Eux aussi, ils auront un enfant, une fille. For fuck's sake. C'est l'histoire sans fin. En gros... elle peut tout faire et les mecs reviennent. Elle doit avoir elle doit douer. Je sais pas. Donc, David S, un jour, elle le poignarde avec des ciseaux. Lui finit enfin par la quitter, mais il dit rien, jamais, il déclare rien aux autorités, mais elle, oui. Elle va aller aux autorités dire que David S l'a tapé et qu'il la met en danger. Okay. Du coup, quand il essaie de récupérer sa fille, il peut pas parce qu'il est accusé d'agression et les autorités croient Catherine. Évidemment. Of course. De toute façon, c'est toujours les psychopathes qui savent comment manipuler. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, numéro 13, John Chillingworth. Et la meuf, elle avait du succès quand même. Oui. Parce que je me souviens que physiquement, c'était pas tout à fait ça quand même. Alors, justement, j'ai pas voulu mentionner ça parce que dans un des podcasts que j'ai écouté en son ressort, ils en parlent et je trouve ça un peu... c'est pas... Enfin, en fait, avec les femmes, on parle toujours de leur aspect physique. Mais il n'y a pas que ça, en fait, en vrai. Ah non, la manipulation mentale, ça n'a rien à voir soit avec le physique. Regarde le nombre de belles femmes qui sortent avec des Harvey Weinstein. Ils sont grotesques. Ouais, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que... Je suis désolée, mais quand même, on est dans un truc où les hommes, ils vont soit faire vers le physique, soit vers quelque chose qui est attirant sexuellement, j'en sais rien. Alors peut-être qu'elle les tire aussi par le sexe. C'est le sexe, la manipulation, il y a beaucoup de choses aussi. Parce que quand t'as nana qui tue un chiot devant toi, enfin je suis désolée, mais c'est un tue-l'amour quand même, un petit peu. Enfin j'espère. À ajouter sur la liste de tue-l'amour que j'aurais pas cru. Non. Bon, en effet, oui, non, c'est pas une femme, c'est pas Elle Macpherson, pour citer une autre Australienne, peut-être, je crois. Oui, je crois, ouais, bien joué. Mais elle a quelque chose.
Donc, compagnon numéro 3, John Chillingworth, il retrouve Catherine au bar. En fait, il la connaît depuis longtemps. Elle a essayé de le draguer, lui, quand elle était toute jeune. Elle n'avait pas encore 18 ans et il a refusé ses avances. Mais là, elle est plus âgée. Et donc, ils rentrent ensemble la première nuit. John, il est assez différent des autres hommes parce qu'il est plus âgé, il est moins perturbé par les crises de colère de Catherine. Okay. Et surtout, il ne se laisse pas frapper. Donc, elle devient enceinte pour la 4e fois et elle donne naissance à son 4e et dernier enfant, un garçon. Là, pour la première fois, John Chillingworth, tu sais, c'est une jadouse, mais là, pour la première fois, elle va avoir un compagnon qui va admettre qu'il l'a trompé. Et John, il va quitter la maison et Catherine tente de se suicider. Ah ouais. Ouais. Quand John la retrouve, il va contacter les ambulanciers. Elle est sauvée, mais elle est de nouveau placée en hôpital psychiatrique. Okay. John s'occupe de tous les enfants. Et là, il se sent très coupable que tout ça, encore une fois, c'est sa faute. C'est de sa faute, voilà. En sortant, c'est elle qui le pardonne, mais elle n'a jamais oublié. Forgive and not forget. Pour sa revanche, John, il rentre un soir pour la retrouver au lit avec un autre mec. Okay. Là, par contre, John, c'est peut-être le plus intelligent de toutes les personnes dans toute cette histoire. Il la quitte et lui ne reviendra jamais. Ouais, non, oui. Un petit... C'était plutôt normal, oui. Félicitations, John, pour être le seul à avoir fait ce très bon choix. La chose mature qu'il fallait faire. C'est ça. Donc, on arrive au petit dernier, John Price. Elle aime bien sortir avec des gens qui ont le même David, John. C'est pour ça que c'est dur. Oui, exactement. Hein. Au lit, tu ne fais pas David. Facile. Jean-Robert. Exactement. Ouais. Donc, John Price, il invite Catherine et ses 4 enfants à venir vivre chez lui, comme tous les hommes avant. Il ne croit pas à ce qu'on lui dit d'elle. La seule chose, c'est que lui, il ne veut pas se marier. Et donc, c'est là le démarrage d'un conflit, mais je pense que même ça, ils auraient pu être en conflit vu les antécédents. Donc, en 98, elle fait en sorte de faire vivre de son taf, hein, parce que lui... Il prend... excuse-moi, je ne suis pas claire dans ce que je dis. Lui, il a un boulot, John. Il travaille dans un sort de truc, pas pharmaceutique, mais un truc comme ça. Mm-hmm. Et en fait, lui, il rentre souvent avec des produits périmés. C'est-à-dire, ils ne sont pas... c'est presque des pansements, je crois, des éléments médicaux. Ils sont invendables parce qu'ils ont une date de fin. Mais par contre, à l'utilisation, ils sont très bons. Et donc, lui, souvent, il ramène ça à la maison pour leur utilisation. Et elle, je ne sais pas pourquoi, elle va le dire à son boulot qu'il fait ça, donc il va se faire virer. Ah merde. Et donc lui, il le prend très mal. Donc il la vire de chez elle avec les enfants, mais avec ses manipulations, elle arrive à se remettre avec lui, mais ils ne vivent pas ensemble. D'accord ? Ok. Donc ils sont ensemble, c'est un petit couac, mais ils sont quand même ensemble. Leur dispute, par contre, continue. Un soir, elle le poignarde. Il se bagarre, il arrive à la jeter par la porte devant, il essaie de s'échapper par la porte de derrière, mais elle était plus rapide. Il tente de sécuriser toute la maison, de fermer les fenêtres, etc. Bon, il arrive à s'en sortir. Le lendemain, il va voir la police directe, il va demander une injonction restrictive, je crois que ça s'appelle, et il la reçoit immédiatement. Parce que elle vient de le poignarder, et puis il peut montrer qu'il a été poignardé. Donc, si tu veux, là, ça va un peu vite. Il va au travail, puis après le travail, il va aller au bar. Et là, il va dire aux autres personnes dans le bar que si demain, il ne vient pas au taf, c'est qu'elle l'a tué. OK. Là, il y a plein de gens, tous ses amis, ils lui offrent de dormir chez lui, mais non, Price, il décide de rentrer chez lui. Et là, on rentre dans le dur du dur. Et je suis bientôt à mon fin, mais ce n'est pas la fin. Les enfants, John, il arrive chez lui, il y a un mot des enfants comme quoi ils dorment chez des copains. Mm-hmm. Il passe un peu de temps, John Price, avec son voisin. Et à 11h, il va se coucher et c'est la dernière fois qu'on aura vu le voisin. Catherine, elle, sachant qu'il serait au lit, elle arrive chez Price. Elle se laisse rentrer, elle se douche. Elle s'habille en lingerie et se met au lit avec lui. Mm-hmm. Elle le stimule. Puis elle se met sur lui et le viole. Là, il la pousse sur le côté, mais là, elle brandit un couteau et elle commence à le poignarder. Wow.
Là, John Price, c'est un sacré bête. Il arrive à partir, mais en fait, dans le couloir, il s'écroule. Je te montrerai, t'enverrai la photo. Catherine arrive sur lui et le poignarde de nouveau. Là, encore une fois, il arrive à s'échapper vers l'extérieur, mais Catherine est sans relâche. Et à l'extérieur de la maison, on ne sait pas trop, entre 20 ou 30e fois qu'elle le poignarde, elle réussit enfin à le tuer. Wow. Elle arrive à ramener le corps vers l'intérieur. Là, elle se lave et quitte la maison. Je pense qu'elle devait être un peu en mode folie. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas trop ce qui se passait par sa tête. Mais en tout cas, elle va quand même revenir à la maison pour essayer de faire en sorte de passer tout ça comme autre chose qu'elle vienne le tuer. Donc, elle revient à la maison. Elle décide de le décapiter. Ah bah oui, ok. Elle va placer sa tête dans une grande casserole où elle va y ajouter de l'eau et des légumes. Quelle sorte de légumes? Alors, qu'est-ce qui va bien avec une tête? Elle y ajoute, c'était un peu plus tard, mais on peut le dire maintenant. Elle va mettre des pommes de terre, des carottes, de la courge, du betterave, des courgettes, du chou et de la sauce. Ok, voilà. Un bon petit pot-au-feu. Un très bon repas. Elle dépouille son corps entièrement. Et sa peau, elle va le prendre comme un vêtement à sécher et le mettre sur une sorte d'arche ou portail qu'ils avaient dans la maison. D'ailleurs, quand la police viendra, ils mettront assez longtemps à comprendre ce qu'il y a de pendu de partout. Et c'est la peau de David Price. Un vieux rideau. John Price, David Price, je me suis mélangée. John Price. Donc, oui, de ses talents de couteau, elle a quand même dépoussé le gars, quoi. Ouais, exactement. Ben oui. Elle coupe ses fesses, les place avec d'autres légumes dans une casserole et elle met le tout au four. Apparemment, il y aura d'autres parties du corps ou un troisième repas qu'elle aura préparé qui serait jeté dans le jardin. On n'a pas trop compris pourquoi. Elle avait raté la cuisson. Non, moi j'aime bien cuit, pas à point. Voilà. Elle dresse la table avec des assiettes et couverts et elle met des cartes avec le nom de chacun des enfants à sa place. Mais ça va pas du tout, Catherine. Mais ça va pas du tout. Elle allait passer sa mort comme un repas. Oh là là. Elle prend le reste de son corps, donc quelques parties qui restaient qui n'étaient pas bonnes pour le repas, dans la chaise où il avait l'habitude de s'asseoir. Et le bras gauche, elle va le positionner autour d'une bouteille de coca ou de soft ou quelque chose comme ça. Et les deux jambes les placera comme s'il avait les jambes croisées, tout doucement dans sa chaise pour regarder sa télé du soir. Oh là là, Catherine. Elle servira le repas une fois cuite. Et il en resta donc, elle décida de manger un peu. Par contre, là, elle n'a pas réussi à avaler le morceau. Là, apparemment, elle réalise ce qu'elle vient de faire. 3 jours plus tard. C'est une très longue soirée, en fait. Écoutez, vous savez pas ce que j'ai vécu. Thanksgiving de merde. Ah ouais, non. Voilà. Donc, elle tenta quand même de se suicider en avalant des médicaments. La police arrive le lendemain parce que forcément, vu ce qui s'est passé, tout le monde savait que si John ne débarque pas au boulot... C'était... Voilà. Eux, ils racontent une scène d'horreur tellement grave que beaucoup des policiers, après cette histoire, quitta leur poste, se suicida, et tous disent que cette histoire leur a marqué à vie, les a hantés. Il y en a qui sont suicidés sur ça. Oui, ils se sont suicidés. Quelle horreur. Ouais. Catherine, pas morte, se réveille à l'hôpital 2 jours plus tard. Elle dit se souvenir de rien. Elle sera diagnostiquée bipolaire, mais malgré tout ça, elle prendra la peine à vie et le juge marqua à la main lui-même sur son dossier ne jamais la laisser sortir. Ah ouais. Ne jamais accepter d'invitation pour dîner. Moi non plus. Elle est encore vivante. Là, aujourd'hui? Oui, elle est vivante. Elle est en prison. Putain. Elle est née en 55. Ah ok, non, ça va, je pensais que c'était plus tôt. La seule personne qui lui rend visite, c'est sa sœur, Joy. Joy. Et voilà l'histoire de Catherine Knight. Aïe, 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 aïe. C'est dark, hein? Yes, mais je reste sur ma théorie que tu te venges du Toy Box Killer. Non, vraiment pas. Parce que pour me mettre quelque chose avec des animaux qui se font torturer, tu sais.
Ben, oui, mais bon, après, on n'a dit pas d'enfants, on s'est mis ouais, mais en fait, les enfants, ça dépend, parce que moi, je ne veux pas faire d'histoire avec les enfants qui se font, genre, et il l'a violée pour une 12e fois, enfin, tu vois, ça, je peux pas. Ouais. Après... Pour une combien de fois? Enfin, bref. Non. Non, 8 fois on peut, 12, c'est pas possible. Mais après, c'est les disparitions qui sont toujours intéressantes. Par exemple, quand tu parles de Madeleine McCann ou Grégory ou... Même le meurtre de... Oui, le petit Grégory, il est intéressant. Il y a juste la scène où on sort le corps de l'eau. J'ai beaucoup de mal. Puis voir sa maman sur sa tombe s'écrouler. Ouais, c'est horrible. Enfin. Mais Catherine Knight, tu sais quoi, il était sur ma liste de gens que je voulais faire. Et du coup, j'avais pas fait j'avais pas fait ma recherche encore, donc c'est bon. Mais ouais, je me souviens de l'avoir vu il y a longtemps, ou lu, je sais plus pourquoi. Ça m'avait marqué, ouais. Moi, dans mes recherches, c'est que quand je suis tombée dessus, alors je connaissais vraiment pas, hein, donc. Moi, je sais plus comment j'ai connu, je sais plus. Bref, mais elle est, ouais. Bah après, avec l'enfance qu'elle a eue, tu m'étonnes. Voilà, c'est pour ça que c'était quand même très important de raconter son enfance. Je pense pas qu'on arrive à ça, qu'on devient ce type de personne sans apporter tout ce qu'elle a vécu avant. Non, c'est clair. Ça ne l'excuse en rien. Mais ça fait partie quand même très importante. Mais ça me fait penser à Arline Wuornos. Eileen, ouais, j'ai eu oui. Qui, pareil, elle a pété des câbles. Elle a eu une enfance horrible. Oui. C'est pas en Australie aussi? Non, c'est une Américaine. C'est une aux États-Unis. En Floride, justement. On vous prépare un petit épisode de Floride. Ça va être Florida Summer. Florida Summer, ça va être génial. Voilà. Avec plein de petites anecdotes de cet état qui est plein de petites histoires sympathiques. Il n'y a rien à dire, c'est connu aujourd'hui. Ouais, c'est horrible. Et voilà. Bon, écoutez, c'était très intéressant. Merci. J'ai adoré. Et sur ce... À part la non, pas les sur cochons ou le chien. Si, sur ce.